C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On part tout de suite en Grande-Bretagne. Les têtes tombent au sein de l'empire Murdoch, commencé par celle du fils du mania des médias. James Murdoch quitte volontairement la présidence de BSkyB. Une démission préventive, dit-il, pour protéger le premier groupe de télévision payante britannique. Les précisions de Cécile Galluccio. Sa démission semblait inévitable, des mois qu'il faisait l'objet de pression des autres actionnaires pour quitter la présidence de BSkyB. James Murdoch a préféré partir avant qu'on ne lui montre la porte, avant de devenir un fardeau pour la chaîne. Je ne suis pas surpris. Je m'attendais à ce qu'il démissionne, surtout quand il a annoncé son retour à New York. L'explication est simple, il est difficile de diriger BSkyB depuis New York. Sage décision, le jeune businessman se retire quelques jours avant le rapport de la commission parlementaire de la culture des médias et du sport. Le régulateur britannique menace de remettre en question le contrôle du groupe News Corp sur BSkyB. L'été dernier, l'action de la chaîne a perdu plus d'1,2 milliard d'euros sur les marchés. En cause, le retrait de la proposition de News Corp de contrôler à 100% BSkyB au lieu des 39% actuels, le scandale des écoutes téléphoniques et la fermeture en juillet dernier du tabloïd londonien News of the World. James Murdoch a reconnu le mois dernier sa part de responsabilité pour ne pas avoir découvert plus tôt les pratiques douteuses du tabloïd, mais il nie avoir délibérément fermé les yeux. Un comité parlementaire devrait annoncer ses conclusions sur l'affaire. Ils diront qu'il n'était peut-être pas au courant, mais qu'il aurait vraiment pu. Soit il est malin, soit il est stupide. James Murdoch reste simple administrateur du bouquet satellitaire britannique. On va maintenant en Chine, au moment où la croissance marque le pas. Le Premier ministre veut quand même accélérer les réformes. Oui, Wen Jiabao s'en prend notamment au monopole des grandes banques étatiques. Dans un discours publié sur le site de la radio nationale chinoise, il appelle à briser cet obstacle au bon financement des entreprises. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Pékin, Joris Zilberman. Joris, va-t-on vers une ouverture du système financier chinois ? Eh bien, c'est peut-être un peu tôt pour parler d'ouverture. Il s'agit plutôt pour l'instant d'une brèche. La déclaration du Premier ministre Wen Jiabao vient confirmer une expérience qui a été menée localement à Wenzhou, au sud de Shanghai. Les banques publiques ont été encouragées très vivement à prêter beaucoup plus d'argent aux entreprises privées pour les aider à faire face à la grave crise qu'elles traversent à cause de la crise de la demande en Europe et aux États-Unis. Alors, cette expérience locale pourrait être généralisée à toute la Chine. Pour l'instant, il faut savoir que les banques chinoises prêtent pratiquement seulement aux entreprises publiques, parce que leurs dettes seront garanties de toute façon par le gouvernement, d'où des profits mirobolants pour les grandes banques du pays, dont 3 sont parmi les 4 premières au monde, avec en numéro 1 et en numéro 2 des banques chinoises, devant la banque américaine JP Morgan. Le problème en Chine, c'est l'effet boomerang. Maintenant, comme les entreprises privées ne peuvent pas emprunter aux banques publiques, eh bien, elles se tournent vers des prêteurs obscurs pour des prêts à taux très forts, ce qui les menace à terme de ne pas pouvoir rembourser. Et c'est pourquoi Wen Jiabao sonne l'alarme. L'autre problème, c'est que le Premier ministre chinois prend sa retraite cet automne avec Hu Jintao et rien ne dit que la nouvelle équipe dirigeante chinoise suivra la même politique. Merci beaucoup Joris d'avoir été avec nous. Et Karina, est-ce qu'il y a une réaction particulière sur les marchés chinois ? Les marchés chinois, en fait, Shanghai et Hong Kong sont fermés pour cause de vacances, donc pas de réaction. En revanche, à Tokyo comme à Séoul, c'est le rouge qui domine, et même un rouge très vif. Enfin, Tokyo perd plus de 2%. Dans le sillage de Wall Street, ce mardi, la bourse de New York a terminé en baisse. Les investisseurs ont été déçus par des commentaires de la Banque centrale américaine, des commentaires qui ont douché tout espoir de nouvelles mesures de relance monétaire dans un futur proche, malgré les inquiétudes persistantes exprimées par la Fed sur la situation de l'emploi aux États-Unis. En Europe, les investisseurs auront les yeux rivés sur l'Espagne. Oui, Madrid va tenter aujourd'hui de lever de 2,5 à 3,5 milliards d'euros à moyen terme, et c'est un emprunt à risque au lendemain de la présentation du budget espagnol au Parlement. C'est un effort de rigueur sans précédent pour réduire coûte que coûte son déficit à 3% de la richesse nationale dès l'an prochain, et ce alors que les intérêts de la dette explosent et que le chômage continue lui aussi à battre des records. Il a atteint en mars 4 750 000 demandeurs d'emploi, soit plus de 23% de la population active. Et en revanche, Bruxelles a quand même un bon point au Portugal. Oui, les réformes adoptées par Lisbonne sont en bonne voie pour assainir les finances et le pays devrait pouvoir retourner sur les marchés dès l'an prochain pour se financer. Pour la Commission européenne, aucun doute. Contrairement à la Grèce, le Portugal n'aura pas besoin d'un deuxième plan d'aide.
Aux États-Unis, Facebook contre-attaque et poursuit Yahoo. C'est le dernier épisode de la guerre des brevets entre les géants de l'Internet. Facebook a porté plainte à son tour contre Yahoo, affirmant que c'est le portail Internet qui viole ses brevets, et non pas le contraire. Le mois dernier, c'était Yahoo qui accusait Facebook d'avoir violé 10 de ses brevets. Selon lui, tout le modèle de réseau social de Facebook est basé sur une technologie qu'il a déposée en premier. Et puis un mot de cinéma, on connaît le nom de celui qui va interpréter Steve Jobs sur les grands... dans un film en fait, c'est ça. Ashton Kutcher, qui tient peut-être là son premier grand rôle à Hollywood. L'acteur américain était jusqu'alors plus habitué aux comédies romantiques. Il interprétera donc le rôle du patron d'Apple, mort en octobre dernier, dans un biopic réalisé par Joshua Michael Stern et dont le tournage devrait débuter le mois prochain. Sachez que par ailleurs, un deuxième biopic produit par Sony, celui-ci est inspiré de la biographie autorisée de Steve Jobs, est également en cours. Et puis pour finir, on va prendre de la hauteur et on va aller dans une voiture volante. Alors ce n'est plus un rêve ni de la science-fiction, mais bien la réalité. Une société américaine a réussi son premier vol d'essai avec son prototype qu'elle présente cette semaine au Salon de l'Automobile de New York. Forte de ce premier succès, elle espère désormais la commercialiser avant la fin de l'année. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Vitesse de pointe, 130 km/h. Consommation 7 litres au 100. Une petite voiture rapide et économique. Et qui se transforme en moins d'une minute en jet privé. Nom du bolide, Transition, et pour cause. Les dessins animés et la science-fiction en ont rêvé. Les ingénieurs de l'Institut technologique du Massachusetts l'ont fait. À 4 jours du Salon de l'Automobile de New York, ils présentent leur premier exemplaire sur Times Square. Avions qui roulent ou voitures qui volent, les passants semblent un peu confus. Je crois que c'est un avion. Une voiture. Un avion. Une voiture volante. Ça ressemble à un avion. Mais je pense que ça pourrait être les deux. Un avion et une voiture. Le concepteur, lui, a la réponse. Nous appelons ça un avion autorisé sur route. Un avion qui peut replier ses ailes en moins d'une minute et qu'on peut conduire sur route, autoroute et garer dans un garage. Mais comme n'importe quel avion, il faut tout de même un brevet de pilote et 20 heures de pratique pour pouvoir s'envoler sur les routes. Ça, ce sont les commandes de vol, le manche, le gouvernail. Ici, le volant pour conduire. Il y a un accélérateur et une pédale de frein, un accélérateur de vol et un embrayage avec position avant, neutre, marche arrière et hélice. Coût de l'engin, 210 000 €. Une centaine d'acheteurs sont déjà sur liste d'attente. La voiture du futur devrait atterrir sur les routes d'ici 1 an. L'atterrissage n'est pas très rassurant. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Pauline Paccard. Et tout de suite, c'est la météo. L'actualité de la campagne présidentielle, décryptée par Michel Cotta. Les astuces de communication des candidats, leur stratégie, les indiscrétions. Entrez dans les coulisses de la campagne présidentielle. Chronique de campagne avec Michel Cotta, dimanche en direct à 21h, heure de Paris, sur France 24. La Hongrie d'Orban se replie sur elle-même. Les extrémistes ne se cachent plus pour crier leur haine des autres et appeler de leur vœu le retour d'une grande Hongrie. À l'est du pays, Gyöngyös-Pata est devenu le laboratoire de l'extrême droite pour lutter contre la criminalité tzigane. La communauté juive redoute la montée d'un antisémitisme latent. Hongrie, le repli identitaire, un web documentaire inédit sur france24.com.